Bonjour et ravi de vous retrouver sur les antennes des médias leaders True TV et Watt FM. Vous le savez, c'est un rendez-vous pour juger les faits majeurs de l'actualité d'ici et d'ailleurs. 4e et avant-dernière de la convocation, en tout cas pour cette semaine. Bonjour, monsieur les juges. Bonjour, président Ouedraogo. Bonjour, juge Vaha. Bonjour, madame, monsieur. Bonjour, juge Bougma. Bonjour, président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. C'est connu, la corruption constitue un obstacle important à la gouvernance démocratique, à la protection des droits de l'homme et du développement durable. Au plan local, la lutte s'organise. Cependant, le phénomène à la peau dure et les réformes sont très lentes à mettre en place. En témoigne le dernier rapport du réseau national de lutte anticorruption RENLAC, état des lieux de la lutte au Burkina Faso. Quel impact économique, social et sécuritaire de la corruption? C'est le sujet enrôlé pour la présente convocation. Et à la barre ce matin, nous avons Dr Assablga Ouedraogo, économiste, ancien chercheur, directeur exécutif de Free Afrique. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur. Vous connaissez le principe de cette émission. Les échanges avec les juges, c'est après la première fenêtre, les avant-propos. Monsieur les juges, vous avez la parole. Juge Bougma, qu'est-ce qui retient votre attention pour la présente convocation? Alors, ce qui retient notre attention, c'est la prolongation de la suspension de la coupure d'Internet au Burkina. Donc, 96 heures après, il y a 96 nouvelles heures qui ont été ajoutées. Donc, en principe, c'est le 28 que cette coupure doit prendre fin. Alors, est-ce qu'il y aura un renouvellement ou bien après on assistera à d'autres coupures? Je ne sais pas. Alors, dans ce contexte de crise sécuritaire et de lutte contre le terrorisme, étant donné que aussi ce sont des moyens de communication, dans le cas d'opérations spéciales, peut-être on pourrait s'attendre à des coupures. Dans d'autres pays, quand il y a des moments de crise, il y en a. Parfois, c'est les réseaux sociaux. Il y a Internet, vous ne pouvez pas accéder aux réseaux sociaux. Ici, nous, on a fait le choix de couper totalement Internet. Il y a beaucoup de pertes sur le plan économique derrière, mais dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, aucun sacrifice n'est de trop quand on sait qu'il y a des hommes également qui laissent leur vie pour pouvoir protéger la patrie. Donc, sacrifier quelques heures d'absence sur les réseaux sociaux ou sur Internet pour que la patrie aille mieux, je pense que ce n'est pas un sacrifice que les Burkinabés ne peuvent pas faire. Maintenant, c'est comment est-ce que ce sacrifice leur est demandé? Quelle est la communication qui est allée avec? C'est à ce niveau que je pense que nos autorités ont péché. Parce qu'il a fallu interroger ciel et terre, appeler les réseaux de téléphonie. Certains ont redémarré leur téléphone. D'autres ont dit, peut-être que je change d'opérateur pour voir est-ce que ce n'est pas l'opérateur avec lequel je suis qui a ce problème. Donc, chacun s'est débrouillé pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et même au niveau média, vous appelez qui de droit qui vous dit, bon, effectivement, nous-mêmes, on l'a constaté, on se renseigne et on vous revient. Après, quelques langues se délient que c'est lié à des opérations militaires. Jusqu'à ce qu'on a ce communiqué qui nous tombe 2 jours après la nuit pour dire réellement que c'est lié à des, comme on appelle ça, des raisons sécuritaires, et ça continue. Donc, je dis bien, en soi, dans le cadre de la lutte, on pourrait s'attendre à des choses comme ça. Il y a des pays d'ailleurs qui décrètent l'état de siège. C'est pratiquement un régime militaire où les libertés individuelles, les droits sont confisqués à un moment donné pour pouvoir régler la situation. Ça peut arriver, toutes ces choses-là. Mais c'est comment on le fait. Donc, quand vous le faites, et à un moment donné, ça frise la peur, ça frise des non-dits, ça laisse libre cours à toutes les supputations, à toutes les interprétations. C'est en ce moment qu'effectivement, ça dessert. Étant donné que c'est un outil de communication, en général, les guerres sont gagnées aussi par la manipulation de la communication, pas forcément d'abord par les armes. Mais là, nous, on a encore du chemin à parcourir. Donc, c'était ça mon avant-propos. Donc, chers internautes, on a encore 96 heures. Pour ceux qui ont d'autres solutions, ceux qui n'en ont pas, on a encore 96 heures à attendre. Merci. Juge Bougma, juge Vaha, sans transition. Oui, merci, président. Mon avant-propos rapidement va concerner le Mali, avec le report des assises nationales de la transition. Beaucoup d'espoir porté dans ce rendez-vous-là pour certains Maliens. Et puis, beaucoup voyaient aussi la connexion qui est faite avec la question de la durée de la transition. Et puis, évidemment, les consultations électorales qui sont très attendues dans ce pays-là. Il y en a qui veulent que ces questions-là soient déconnectées de ce rendez-vous-là. Et bon, les raisons qui ont été avancées, c'est qu'il faut se donner les moyens d'avoir une meilleure inclusion des Maliens pour que ça se passe de la meilleure des façons. En tout cas, c'est ce que le panel qui a achat et l'organisation a donc avancé comme raison.
ça déçoit en tout cas beaucoup de Maliens qui pensent que bon, on est en train de tirer un peu en longueur, comme si on faisait exprès, mais ça, je dis encore, c'est un regard de certains Maliens, pas partagé par d'autres, qui pensent aussi que pour une transition, il faut se donner le temps de bien faire les choses et éviter d'avoir des élections qui après sont contestées et tout. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on est. Ça devrait commencer mardi dernier au niveau local et puis s'achever, je pense, en décembre. Donc, il y a beaucoup d'espoir derrière sur les questions assez intéressantes qui devraient être abordées. Maintenant, bon, vous savez aussi à l'extérieur, c'est forcément vu comme voilà une transition qui est encore en train de se donner les moyens de rester, qui est en train de traîner les pas. Je pense que la question elle est d'abord malienne et j'espère que bon, ils trouveront le bon bout pour sortir de cette période-là qui somme toute est une période de transition, donc ça ne devrait pas être éternel, mais il faut se donner les moyens d'une bonne transition si on veut aussi léguer de bonnes bases après. Merci, messieurs les juges. Merci également à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité, qui nous permet, vous le savez, d'être ensemble du lundi au vendredi sur le coup de 8 heures sur les médias leaders Twi TV et Watt FM. Pour ceux justement qui viennent de nous prendre en marge, Dr Rassabelga Ouedraogo, économiste, ancien chercheur, directeur exécutif de Free Afrique est notre convoqué du jour. Avec lui, on va parler de l'état des lieux de la lutte contre la corruption au Burkina Faso. Mais avant, nous allons parler d'un sujet d'actualité qui est également un sujet transversal, c'est la question sécuritaire. La question a intéressé votre structure Free Afrique. Il y a eu des débats là-dessus, des recherches là-dessus. Vous vous êtes même posé cette question-là. Pourquoi le terrorisme au Burkina Faso et quoi faire? La question pourquoi aujourd'hui n'est plus urgente. C'est qu'est-ce qu'il faut faire ici et maintenant. Alors, au vu de ce qu'on a comme réalité, les propositions de Free Afrique. Oui, merci. Je m'en voudrais méthodologiquement de ne pas rappeler qu'on ne peut pas dire que faire si on n'a pas dit pourquoi. Parce que le que faire traite les causes identifiées. Mais avant, vous me permettrez de faire plusieurs préalables. Le premier, c'est d'indiquer la gravité de la situation nationale. On l'acte toutes et tous, mais bon, puisque j'ai le bonheur d'être sur vos médias, je veux l'indiquer. Nous sommes dans une situation épouvantable, nous sommes dans une situation extrêmement grave. Notre pays n'a jamais été aussi mal qu'aujourd'hui, historiquement jamais. Je veux indiquer cela pour que nous comprenions la gravité du moment et que nos prises de position se tiennent dans ce contexte. La deuxième chose, c'est peut-être sur les deux sujets, si vous me permettez en 30 secondes. J'apprends donc avec Bougouma Bernard que le gouvernement a indiqué c'est pour loger les 96 heures, la suspension de l'Internet mobile au Burkina Faso. Et il semblerait donc que c'est pour des questions de sécurité. Je vous dirais que je n'en vois aucun rapport. Si on veut être très honnête, on sait exactement pourquoi on a coupé l'Internet mobile au Burkina. Ce n'est pas pour des questions de la lutte antiterroriste. Sinon, on l'aurait coupé sans doute bien avant, depuis les 6 ans où nous sommes dans le sujet. Et deuxièmement, indiquer, comme Bernard Bougma l'a dit, que les conséquences économiques sont désastreuses, en particulier pour les plus faibles d'entre nous. Et ça, c'est une marque de fabrique de nos gouvernements qui prennent des décisions qui affectent davantage les plus pauvres. C'est comme la fermeture des frontières en matière Covid, des frontières terrestres, ça affectait les plus pauvres d'entre nous. Donc, les plus faibles d'entre nous. Je ne vais pas m'épiloguer, c'est pas le cœur du sujet, mais je voudrais rappeler que c'est quelque chose d'extrêmement grave. Et le dernier point sur les assises au Mali, je rentre du Mali hier, j'ai eu à discuter avec les gens qui animent ces assises. Je voudrais faire le parallèle avec notre situation d'après la transition et pendant la transition burkinabé. J'étais rapporteur de la Commission nationale des réformes et de la réconciliation, et cette commission est un peu similaire aux assises nationales de la refondation au Mali, même si le caractère inclusif est attendu beaucoup plus large au Mali. J'ai indiqué à mes amis qui sont dans cette commission une chose extrêmement importante qui nous concerne aussi. À savoir que dans nos pays, nous passons désormais le temps à écrire des rapports. Moi, j'en écris plus pour les institutions étatiques parce que je suis fatigué de cela. On fait des rapports qui ne sont lus par personne, qui ne sont suivis d'aucune application. Et personne ne pose la question. Est-ce que vous savez pourquoi, quel a été l'argument que le général Djendira a donné pour faire le coup d'État en 2015 ? Il a dit que c'est parce que le rapport de la CRNR disait qu'il fallait dissoudre le respect. Mais qui connaît ce rapport ? Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est la situation malienne. J'ai dit à mes amis maliens, je crains que vous fassiez de grands rêves dans des assises, dans des rapports, et qu'il n'y ait pas de personnel politique pour les porter. C'est ça l'enjeu. Comment nos gouvernants tournent dos aux attentes populaires à l'occasion de leur mise en œuvre. Ça, c'est quelque chose qui est important. Maintenant, vous me ramenez à la situation sécuritaire pour aller droit à votre question maintenant. Je voudrais indiquer ceci. Nous avons fait un rapport à Free Afrique en 2016, fin 2016, qui s'appelle « S'éloigner du précipice, engager le renouveau », dans lequel nous disions que la situation était extrêmement grave, que la situation nous amenait vers un gouffre,
et que ce gouffre requérait que nous fassions des réformes hardies, en particulier au plan militaire et sécuritaire. Vous aviez indiqué que le dispositif tactique de nos forces était complètement inopérant. Nous avions indiqué que la formation, et nous avons parlé beaucoup de la crise de commandement. Vous vous souvenez, on a toujours été vilipendé sur cette question en disant que Rassabl a dit que les élites militaires sont corrompues, ainsi de suite, ainsi de suite. Aujourd'hui, il est de notoriété publique que nous savons désormais, nous savions que nous avons des problèmes avec nos équipements. Nous savions que nous avions des problèmes de primes de nos soldats. La presse abondait. Désormais, le chef de l'État confirme tout cela. Le chef de l'État, dans sa déclaration, d'après le drame d'Ignata, a dit très clairement qu'il y a des problèmes alimentaires. Donc, ce qui était rumeur, ce qui était dans les réseaux sociaux, est confirmé par la plus haute autorité de notre pays. Nous sommes donc dans une situation où on voit très clairement ce que nous indiquions il y a longtemps. Je ne vais pas le dire pour expliquer qu'on avait raison. Là n'est pas l'enjeu. Je veux le dire pour souligner une chose qui est extrêmement grave. La politique de l'autruche de nos gouvernements est une des causes de la situation actuelle. Quand nous indiquions il y a 3 ans, vous vous souvenez de cette situation face à un futur ministre de la Défense, la gravité de la situation, qu'est-ce que nous avait répondu? Donc la première chose qu'il faudrait faire, c'est d'acter la gravité de la situation. Et acter la gravité de la situation, au départ, c'est plutôt une preuve de courage. Je veux indiquer que c'est le sens du message des évêques qui a été publié lundi. Ils disent qu'il faut une communication courageuse. La communication courageuse, ce n'est pas de faire de la démagogie et de dire ce qui n'est pas. C'est de dire rigoureusement ce qui est. Et d'engager la population autour de ce qui est. Mais pour cela, il faut que le gouvernement, deuxièmement, prenne sa part de responsabilité et l'assume entièrement. Nous avons appris des choses extrêmement graves. Que nos soldats sur le terrain n'ont pas à manger. Et vous avez un entretien qui est paru dans la presse avant-hier d'un gendarme, bien sûr sous anonymat, qui nous indique très clairement que ce n'est pas une situation anecdotique, que c'est une situation récurrente, y compris à Inata. Donc nous sommes dans une situation où, me semble-t-il aujourd'hui, les responsabilités doivent être clairement établies. Mais je veux indiquer que ça ne peut pas l'être simplement par une enquête administrative. Qu'est-ce qu'une enquête administrative? C'est une administration publique dont l'action est mise en cause, qui délègue des gens en son sein pour enquêter là-dessus. L'enquête administrative est intéressante, mais elle serait insuffisante dans ce cadre actuel. Et c'est pour cela qu'il faut aussi appeler la justice. Écoutez, dans notre pays, aujourd'hui, tout le monde se plaint, il y a beaucoup d'inquiétudes. Est-ce qu'on va faire une sortie de route par rapport à l'ordre constitutionnel? Je l'ai indiqué, ce n'est pas de dire que le coup d'État est impossible, c'est pas ça qui fait reculer l'occurrence du coup d'État. C'est le travail concret qui recule l'occurrence de coup d'État. En d'autres termes, si dans le pays, la justice ne s'auto-saisit pas des sujets majeurs, des questions majeures, et montre que l'inacceptable ne peut pas être admis, et qu'il y aura des actions, et qu'on est dans le dilatoire, ça fait combien de jours que le chef de l'État s'est prononcé? Le chef de l'État a indiqué qu'il y aura un conseil de défense. Qu'est-ce qu'un conseil de défense? En gros, c'est le conseil de guerre pour aller vite. Le conseil de guerre dans notre pays, selon la loi, devrait se réunir chaque 15 jours. Il ne se réunit que 3-4 fois par an. Ça fait plus d'une semaine que le chef de l'État a annoncé qu'il y aurait un conseil qui n'est pas là. Donc, voici des situations concrètes sur lesquelles on n'a pas d'avancée, on ne voit aucune volonté politique et en conséquence, je ne crois pas qu'il s'agit aujourd'hui de dire qu'il faut encore produire des rapports ainsi de suite. Non, il y a des choses immédiates à faire qui ne sont pas faites, qui sont connues, qui sont triviales, qui ne sont pas faites. Et en conséquence, il faut emprunter le boulevard de l'action et aller sur ces questions précises, poser des actes concrets et des actes courageux. D'accord. Question de généralité, juge Bougman? Moi, je n'en ai pas. Ok. Juge Bara. Pour quelqu'un qui, rien que l'année passée, écrivait, je veux rappeler pour ne pas trahir, 2021, une année précieuse, rétrospective et perspective 2020-2021. Ce futuribile-là, celui dans lequel on est, vous l'aviez vu? Parce que vous dites, on n'est jamais tombé aussi bas. Oui, en réalité, j'engage ceux qui n'ont pas écouté la conférence de l'écouter. Moi, je l'écoute avec effroi. C'est vrai que c'est nous qui l'avons écrit, mais malheureusement, on est en train d'avoir raison. Qu'est-ce que nous avions indiqué? Nous avions indiqué qu'il ne faut pas avoir une sorte de lecture plus démagogique que cela des résultats des élections de 2020. Le président a été élu, ça n'a pas été contesté, ça a été acté. Nous indiquions que le pays se porte tellement mal qu'il fallait que la première année du deuxième quinquennat, du second quinquennat, second ça veut dire en français qu'il n'y a pas de troisième, le second quinquennat du président doit ouvrir par des actes
la reconquête de la confiance populaire. Et nous avons indiqué qu'il y a des scénarios de sortie de route. Ce que nous appelons le scénario malien depuis des années, on est au cœur de cela. Qu'est-ce qui peut étonner qui dans une semaine ou dans 3 jours, ou dans 5 jours, ou dans un mois? Donc je veux dire par là que, malheureusement, le travail que nous faisons est bien souvent regardé comme un travail de gens qui souhaitent que ça on sorte de la route, que de gens qui n'aiment pas le pouvoir et ainsi de suite. Et ça, c'est une très mauvaise appréciation du travail de production de connaissances. Et c'est l'un des problèmes du pays. Nos autorités, pas seulement le gouvernement, mais le Parlement, même la justice, nos institutions publiques ont un rapport à la connaissance qui est un très mauvais rapport à la connaissance. Elles ne savent pas commander de la connaissance. Quand c'est produit, y compris par des moyens autres que les leurs, elles ne savent pas consommer la connaissance, elles ne respectent pas les producteurs de la connaissance. Et en conséquence, on se retrouve dans une situation où nous avons très mal. On a le sentiment que c'est comme si nous sommes maudits. On voit des choses venir, ce n'est pas parce qu'on est plus génial qu'un autre, c'est juste parce que c'est notre travail que nous faisons et absolument rien ne se produit. Et après, on va vers ce scénario du pire. Je vous engage simplement à regarder notre rapport de 2016. Quand on dit s'éloigner du précipice, nous avions indiqué malheureusement ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Donc c'est la tristesse de quelqu'un qui fait un exercice de prospective de façon régulière dans notre pays, à savoir que nous scrutons les horizons avec des paramètres clés que nous analysons et malheureusement qui arrivent sans que l'action publique ait permis de conjurer le pire. D'accord. En début d'émission, je l'avais rappelé, la question sécuritaire, elle est transversale. Aujourd'hui, il y a un procès qui s'est ouvert justement pour clarifier un peu les choses parce qu'il y a une improbable collusion entre le monde économique et les groupes terroristes. Vous qui êtes économiste, est-ce qu'on peut gagner cette guerre-là sans regarder de ce côté? Bien entendu que non. En réalité, je vais vous faire une boutade. Ce qui s'est passé avec nos soldats Inata, c'est ça qu'il faut faire aux terroristes. Nous avons privé nos soldats de nourriture, il faut priver les terroristes de nourriture. En d'autres termes, la logistique derrière l'action terroriste est là une des clés à attaquer. Et pour cela, effectivement, on l'a documenté, y compris dans notre rapport sur le que faire depuis 2018. Nous avons documenté que le Sahel est un lieu de grande criminalité économique. Ce qu'il y a derrière l'action terroriste, c'est d'abord aussi des entreprises économiques mafieuses. Ces entreprises économiques mafieuses ont des complicités. Mais là, regardez la légèreté avec laquelle nous traitons la question. Il y a un homme d'affaires qui est mis en cause par plusieurs rapports. Regardez, qu'est-ce qui a été dit objectivement par l'autorité politique? Qu'est-ce qui a été fait objectivement par l'autorité judiciaire sur cette question? Or, il se peut qu'à l'occasion de la justice, on blanchisse cet homme d'affaires. Mais le fait que rien n'est fait, y compris des rapports sont manipulés à travers des communications dans la presse pour dire que finalement tel rapport le blanchit, alors que c'est exactement le contraire. Donc nous sommes effectivement au cœur de quelque chose d'important. Deuxième dimension économique de l'affaire, nous avons indiqué, et d'autres rapports le montrent, que le terrorisme est financé également par le pillage de l'orpaillage. Si vous voyez les statistiques de production artisanale d'or dans notre pays, ces statistiques baissent d'année en année, au fur et à mesure que l'action terroriste monte. En réalité, ce n'est pas qu'il y a de moins en moins de production d'or artisanale. C'est précisément parce qu'une partie importante échappe par la fraude et dont une fraude par les terroristes, notamment à l'Est, notamment dans le Sahel. Donc voici des enjeux majeurs vis-à-vis desquels on attend l'action concrète des autorités et qui montre, encore une fois, comme vous l'avez indiqué, c'est tout à fait adéquat, que la lutte contre les terroristes, on ne va pas la gagner simplement avec des kalachnikovs qu'on alignerait en veux-tu, en voilà, dans le Sahel ou à l'Est ou sur l'ensemble du territoire. C'est une lutte qui a besoin d'être holistique, comme le dit la politique de sécurité nationale, qui a besoin d'engager toutes les dimensions de la gouvernance, y compris la dimension de la gouvernance financière et économique. Oui, moi, je voulais peut-être au départ venir sur l'actualité la plus récente. On a vu les sorties avec, par exemple, le chef de file de l'opposition politique donner 1 mois, auquel cas, si on n'a pas de résultats probants, demander la démission du président de Faso. On a vu de nombreuses sorties aussi du Burkinabé dire on veut que le président parte. On a reçu aussi ici beaucoup de figues de proue de notre scène politique, mouvance ou autre, qui disent on peut le régler, mais restons toujours dans le cadre républicain. Aujourd'hui, votre regard, c'est lequel? C'est vrai qu'on peut comprendre des frustrations, mais est-ce qu'on doit sortir d'un cadre? Écoutez, la première des choses, c'est de dire que la manipulation politicienne de l'actualité est évidente. Le chef de filet dans son rôle que d'essayer de tirer les marrons du feu. Ce que je déplore, c'est qu'on n'est pas certain qu'il soit dans une perspective républicaine. Voilà. Mais je veux dire ceci aux gens qui, comme moi, croyons à la République, croyons au fait qu'on doit rester dans l'ordre constitutionnel. Ce n'est pas les discours qui le garantissent. Ce n'est pas des déclarations sans suite qui le garantissent. C'est l'action concrète. Il faut prendre très au sérieux
nos compatriotes qui disent qu'ils n'en peuvent plus, et y compris qui voudraient sortir de l'ordre constitutionnel, il faut prendre leurs arguments très au sérieux. Pourquoi ? Qu'est-il fait dans le cadre de la République, dans le cadre des institutions démocratiques, vis-à-vis de la gravité d'une situation où on nous dit que nos soldats n'ont pas eu à manger ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Qu'est-il fait aujourd'hui dans une situation extrêmement grave, où vous avez des témoignages convergents de sources de chercheurs, de sources du secteur privé, de la presse, des réseaux sociaux, qui disent que les équipements militaires sont achetés dans des circuits profondément corrompus, que les surfacturations y sont épouvantables, que ça affecte la qualité des équipements, y compris les équipements aériens. Qu'est-il fait ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Ce que je veux dire par là, ceux qui croient qu'on doit tenir la route, qu'on ne doit pas sortir de la route, doivent se réveiller. Et doivent faire en sorte que nous montrions que dans le cadre de cette route, il y a un espoir au fond. Cet espoir, c'est de dire ceux qui ont fauté vont être sanctionnés et les torts vont être redressés. Si vous ne créez pas ça, on va avoir une situation antérieure comme celle de Koroluego. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Koroluego dans les années 2014-2015 ? C'est une situation très concrète dans laquelle la police, la gendarmerie, comme la justice ne faisaient pas son travail de sécurité publique, ni de justice. Et en conséquence, les gens se sont engouffrés pour concurrencer le monopole de l'État en la matière. Si aujourd'hui nous restons dans quelque chose qui est comme une sorte de cul-de-sac, où même nos martyrs tombés à Inata ne sont pas enterrés dignement, vous avez vu la scène. Si nous restons dans une situation d'inertie, dans une situation de manque d'initiative, où est l'initiative publique aujourd'hui ? Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est ça qui nous conduit vers la sortie de route. Et c'est pour cela que j'ai indiqué, je répète, le président de l'Assemblée nationale, en faisant de la propagande, en disant l'armée républicaine, ainsi de suite, dit quelque chose qui est inopérant. Où sont-ils concrètement sur les vrais enjeux du pays ? Si vous laissez les leviers du pouvoir, les institutions publiques, être habitées par des gens qui sont dans la démagogie, qui sont dans l'inertie, vous créez une situation extrêmement grave, qui est que les gens vont se dire, où est-ce que nous allons trouver la solution ailleurs ? Et il faut entendre ça. Si vous n'entendez pas l'inquiétude légitime de nos populations, vous ne pouvez pas assurer qu'on ne va pas sortir de la route. C'est ce que je vais indiquer. Alors, comme proposition, dernière question pour de généralité, vous l'avez dit, en termes de proposition, il faut revoir la géographie des forces de sécurité sur le terrain, parce que ce qu'on constate actuellement est inopérant, inefficace et antidémocratique. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là ? Ça, c'est un vieux rapport de mars 2013. C'est beaucoup plus compliqué que cela. Il faudrait avoir un truc simple que nous n'avons pas aujourd'hui, contrairement à ce qu'il racontait. On n'a pas de stratégie antiterroriste. Bon, quand on écoute les autres, on nous dit qu'il y a une stratégie. Je vous dis que nous n'avons pas. Vous demandez à voir. Nous avons une politique de sécurité nationale, une stratégie de sécurité nationale, et je fais partie du conseil scientifique qui a élaboré ces deux documents. Du reste, sous le leadership de rapportage de l'actuel ministre de la Défense, qui a fait un excellent boulot. Mais ça n'a pas suivi. Je ne trahis aucune confidence en disant que dans le cadre de l'élaboration de la politique et de la stratégie de sécurité nationale, nous avons vu une lenteur incroyable de l'autorité à réagir sur nos travaux. C'est ça l'enjeu. Donc vous comprenez ce que je vais indiquer. Nous sommes dans une situation où, en réalité, si on regarde bien, c'est normal ce qui nous arrive. Nous avons fait du surplace, nous avons fait du dilatoire, nous avons fait des circuits corrompus pour traiter cette question. Et même quand nous avons des informations, il y a une question sur laquelle on revenait toujours en disant que le renseignement n'est pas bon. Les soldats vous disent aujourd'hui que ce n'est pas la question de renseignement. Vous, journalistes, vous pouvez témoigner ici que des fois, à Fulbe, comme à Inata, vous étiez informés de l'occurrence d'une attaque, du fait qu'une attaque viendrait. Donc aujourd'hui, la question qui est posée concrètement, c'est quel est l'agenda de ceux qui nous gouvernent ? Au quotidien, que font-ils ? C'est une question concrète qu'il faut leur poser. Parce que nous ne voyons pas d'action concrète à la mesure, à la hauteur du drame. D'accord. Docteur Assabelga Ouedraogo est notre convoqué du jour, économiste, ancien chercheur et directeur exécutif de Free Afrique. Avec lui, nous allons parler des questions de sécurité. On va aborder également la question liée au sujet enrôlé pour la présente convocation, qui est la question de la corruption. On peut dire que la tradition a été respectée cette année encore. Le REDLAC a produit son rapport. Le top 5, il est connu. C'est la police municipale, la douane, la DGTTM. On a la police nationale, la gendarmerie. Pour beaucoup, c'est pas nouveau. On produit des rapports, très peu de sanctions. Est-ce que finalement, on ne va pas vers la banalisation de ce phénomène-là ? Oui, je vous remettrai sur ce que j'ai dit, c'est-à-dire que les acteurs qui sont en charge de gérer la vie publique doivent tenir compte de tous ces rapports. Et s'ils ne tiennent pas compte de tous ces rapports, c'est le risque de discrédit sur tous nos travaux, des chercheurs,
du RENLAC, y compris l'autorité supérieure de lutte contre la corruption, pourtant qui fait un travail important. Par contre, je veux dire une chose, le RENLAC a participé, a contribué de façon effective à l'avancée de la lutte anticorruption dans notre pays, y compris par son rapport. Je donne une illustration. Moi, j'ai été consultant pour le RENLAC pour voir l'efficacité de cette action. Et j'ai vu, par exemple, que dans votre domaine, la presse, il y a des réformes qui ont été faites par les patrons de presse. C'est des patrons de presse qui me l'ont dit, parce que le RENLAC classait régulièrement la presse comme étant un des secteurs les plus corrompus dans le pays. Donc, c'est pour dire que cela a des effets. Maintenant, je l'ai indiqué ailleurs. Si la fièvre, elle toujours là, le thermomètre va toujours indiquer la même température. Ça ne veut pas dire que le thermomètre ne fait rien de bien. Ça veut dire simplement que la fièvre est toujours là. Il faut prendre cela très au sérieux. D'accord. Juge Bougma? Oui, mais il y a un état des lieux, des mécanismes qui existent, des moyens de lutte au niveau de la lutte contre la corruption au Burkina Faso. Est-ce qu'on peut avoir cet état des lieux-là? Écoutez, nous avons eu le bonheur, à la faveur de la transition, d'avoir une loi anticorruption qui est une loi de très belle envergure, de très grande portée, qui a de grandes innovations comme l'instauration du délit d'initié, à cette occasion l'inversion de la charge de preuve, c'est-à-dire que c'est la personne mise en cause qui doit justifier sa fortune, comme d'autres réformes, y compris le délit de cadeau, la possibilité des organisations de la société civile de se constituer partie civile, et tout cela a été consolidé dans la loi pénale. Donc c'est de grandes avancées qui font dire à plusieurs personnes que nous sommes l'un des pays en Afrique les plus avancés dans son dispositif anticorruption. Très bien. Il y a d'autres avancées qui sont là, notamment les réformes de la justice, l'indépendance de la justice, la question des tribunaux spécialisés, qui sont de vraies avancées. Mais où sont les limites? Les limites sont essentiellement d'ordre politique. Nous avons une situation dans laquelle l'autorité politique ne montre pas de volonté réelle au-delà des discours pour lutter contre la corruption. Je vais en donner quelques illustrations. La première illustration, c'est que la loi a été adoptée en 2015. Les décrets d'application, pour que la loi soit effective, par exemple, au niveau de l'autorité supérieure de contrôle de l'État et de lutte contre la corruption, qui est l'institution clé maintenant dans la lutte contre la corruption, ces décrets ont pris 5 ans à être mis en œuvre. Aujourd'hui encore, il y a des décrets à être signés. Il y a des décrets encore qui ne sont pas signés. Ça montre une lenteur extraordinaire. Deuxièmement, quand l'autorité supérieure de contrôle de l'État et de lutte contre la corruption, quand elle met dans ses rapports que tel administrateur public, tel grand haut fonctionnaire est mis en cause à telle occasion et qu'elle dit il est bon que l'autorité politique les décharge de leur mandat, de leur fonction pour qu'on puisse, la justice puisse s'exercer, l'autorité publique ne s'exécute pas. C'est la question du suivi des recommandations de la SELC. Regardez les maires. Un maire qui a été mis en cause, où est-ce qu'il est, l'autorité supérieure a demandé explicitement qu'on le décharge de sa fonction. Ça n'a pas été fait par le ministère de l'administration territoriale. Et le maire a continué à faire ce qu'on lui reprochait. Regardez le cas de l'ex-directeur, de l'actuel directeur général adjoint de la douane. Il est mis en examen pour une histoire de délit d'apparence important, avec des faisceaux, des accusations extrêmement graves. Il est toujours à la DGA de la douane. Regardez les situations où on promeut des gens qui sont mis en cause dans des rapports antérieurs du RENLAC. Pardon, du RENLAC, comme de l'ASE-LCE. Donc voici des situations très concrètement où on montre qu'il n'y a pas de volonté politique. Et troisièmement, pour montrer qu'il n'y a pas assez de volonté politique, c'est la question des fonds d'intervention de l'ASE-LCE. Qu'est-ce que c'est? C'est un fonds qui est censé avoir des ressources pour permettre à l'autorité de lutte contre la corruption de se déployer, de faire les vérifications, les enquêtes et les investigations requises pour faire en sorte qu'on puisse blanchir ou on puisse éventuellement établir des cas de corruption. Ce fonds est abondé aujourd'hui autour de son 10e, à ce qui est prévu par la loi. Et chaque année, on dit qu'il n'y a pas de ressources, il n'y a pas de ressources pour faire cela. Or, je l'ai indiqué, les deux sujets que nous discutons sont liés. S'il n'y a pas de lutte anticorruption efficace, nous ne pouvons pas vaincre le terrorisme. Non. Il faut se le tenir pour dit. Et donc, ça montre très clairement que les blocages auxquels nous assistons dans la mise en œuvre de la loi anticorruption sont extrêmement graves en termes de conséquences pour nous. D'accord. Mais il y a la SELC, vous dites qu'elle a été suffisamment blindée, hein, mais si, sur le plan du dispositif légal. Mais maintenant, c'est la suite des rapports, des personnes qui sont épinglées. Qui doit conduire ça devant le juge? Autosaisie ou la SELC? Qui doit? D'abord, la SELC n'est pas complètement blindée. C'est au plan juridique qu'elle est blindée, que la loi est bonne. Mais on a deux contraintes majeures au niveau de la SELC. C'est la contrainte de l'autonomie financière, je l'ai indiqué. Elle est très importante. Regardez dans l'affaire de l'ex-ministre de la Défense Bouddha. Nous avons une situation où la SELC, quand elle s'est déployée pour savoir où est-ce qu'on en était, elle a épuisé une large partie de ses fonds d'intervention juste pour évaluer des choses. La deuxième chose, c'est que les ressources humaines de l'ASE sont insuffisantes. L'ASE-LC a vu ses ressources humaines, sur certains points, être réduites de 2015 à 2020.
pendant que ses missions ont explosé. Donc voici 2 contraintes importantes qui affectent son action. Mais n'empêche qu'elle a des rapports, qu'elle a des investigations dont les suites ne sont pas là. Au plan judiciaire, ça s'améliore au plan judiciaire, c'est vrai, mais surtout au plan administratif et politique. Ce que je veux dire par là, si nous ne savons pas exactement le partage des rôles, nous allons discréditer des institutions dont l'action est très utile pour nous. La SCLCE, ce n'est pas la justice. Elle fait un travail d'investigation très appréciable. Ce travail doit avoir une suite politique avec le dossier administratif qui doit dire, OK, compte tenu du fait, M. Bougouma, que vous êtes mis en cause, c'est bien que vous ne soyez plus le DGA de la douane et puis on va examiner la question plus tard. Éventuellement, on va vous blanchir. Ainsi de suite, c'est ça qui n'est pas fait aujourd'hui. Donc ça ramène encore une fois à la question de la volonté politique, mais encore une fois aussi à l'action de la justice qui n'est pas toujours conséquente. Pour terminer, mais l'action de la justice, parce qu'elle est importante dans vos recherches, elle ne surtout saisit pas qu'est-ce qui se passe ou bien qui doit formellement saisir. Parce que ce que les Burkinabés n'arrivent pas à comprendre, c'est ça. Quelqu'un est mis en index avec les preuves, ça s'arrête là. La SELC publie son rapport ou le RENLAC publie son rapport, mais il n'y a personne pour porter ça sur le plan judiciaire. C'est à quel niveau du dispositif que ça ne fonctionne pas? Écoutez, je ne suis pas juriste, mais ce que je sais, c'est qu'on a une autosaisine qui est de plus en plus importante. Je rappelle que la question de l'autosaisine, dans le débat public, date de Norbert Zongo. À savoir que les magistrats, en principe, n'ont pas besoin qu'on vienne leur dire, à partir du moment où ils sont informés d'un problème, ils peuvent par eux-mêmes dire, on va ouvrir, les procureurs, on va ouvrir une enquête pour comprendre ce qu'il y a. C'est de plus en plus le cas, mais ce n'est pas suffisant. Je rappelle qu'il y a une semaine, il y a eu une interpellation de l'autorité supérieure de contrôle d'État et du RENLAC, des 3 pouvoirs. Et à cette occasion, le président du Conseil supérieur de la magistrature a été mis devant ses responsabilités sur la question et il a dit qu'ils ont instruit les procureurs d'ouvrir, d'exercer davantage l'autosaisine. Ce que je veux dire là-dessus, c'est que cette autosaisine doit être en particulier très forte en ce qui concerne la grande corruption ou les cas emblématiques. Parce que dans quoi nous sommes aujourd'hui? Nous sommes dans une situation aujourd'hui, quand vous regardez sur les réseaux sociaux, quand vous mettez en cause le policier municipal, on vous dit laissez le policier municipal, vous ne parlez pas de celui du ministre. C'est une attitude très populaire chez nos compatriotes. Au plan éthique, ça pose un problème, mais la vérité est celle-ci. C'est qu'au plan pédagogique, vous ne pouvez pas engager la gouvernance vertueuse si vous ne montrez pas que ce n'est pas les menus frétins qui vous intéressent simplement, mais que les gros bonnets sont au cœur de votre action, de sorte que nous soyons dans une situation où effectivement, les gens vont penser que votre lutte est crédible. Je ne sais pas pourquoi, mais on est en train de s'arrimer sur le plateau. C'est bien que j'ai un mouchoir, si c'est possible, de l'autre côté. C'est en train de venir d'ailleurs. Moi, il y a une autre question. Est-ce qu'on n'est pas aussi dans un genre de déni? Moi, je prends des exemples simples, parce qu'on a reçu Sagado Nakanavo. C'était très intéressant avec lui. Il nous a dit, quand les rapports sortent, par exemple, il y a certaines structures qui sont très ouvertes, qui disent, écoutez, bon, on se rend compte que voilà comment est-ce que les Burkinabés nous perçoivent. Et donc, par rapport à cela, venez, voyons un peu quelles sont les niches et puis qu'est-ce que nous pouvons faire. Et c'est dans ce sens-là, par exemple, il a rappelé le cas je pense que c'était le CCVA, qui a approché, avec lequel il y a eu du travail. Et puis, il y a eu un genre de recul parce que sur certaines niches, il y a eu du travail qui a été fait. Mais en même temps aussi, il y a d'autres structures qui se sentent très mal à l'aise avec les rapports, qui sont même quelquefois, pas loin du déni, et bien qui disent, bon écoutez, c'est parce que nous avons les actions les plus vues, nous sommes en contact avec les populations, que c'est comme ça et que ce soit perçu comme ça par les Burkinabés, sans qu'on se remette vraiment en cause. Moi, après le dernier rapport, il y a beaucoup de structures qu'on a tenté de rencontrer, ne serait-ce que pour avoir leur réaction relativement au fait qu'ils soient bien classés dans ce rapport comme étant désignés comme les plus corrompus. Ils n'ont pas daigné nous répondre. Bien, on nous a fait tourner en bourrique. Est-ce qu'il n'y a pas ce déni-là? Et puis, il n'y a pas que les gens se mettent plutôt dans la mauvaise posture. Mais bien évidemment, ça rejoint la question de la sécurité. À partir du moment où vous n'actez pas la gravité d'une situation, bon, votre réponse est sans doute amputée d'efficacité parce que vous commencez à dire non, la méthodologie des RENLAC a tel problème, ce n'est que des perceptions, ce n'est que ci, ce n'est que ça. Vous avez entendu tous ces arguments. Et en conséquence, on n'est pas au cœur du problème. Pourtant, les indicateurs sont convergents. Les études du RENLAC, les sondages du RENLAC montrent que depuis 2016, d'année en année, les Burkinabés pensent majoritairement que la corruption augmente. C'est convergent avec les résultats de Transparency International, c'est convergent avec l'investigation de la presse d'investigation en particulier et les travaux de chercheurs comme les travaux de l'Institut Free-Afrique. Donc c'est pour expliquer que sur ce cas également, on manque de courage pour regarder la vérité en face.
Mais peut-être que c'est lié au fait qu'on ne veut pas changer. Vous ne pouvez admettre qu'il y a un problème et en tirer les conséquences si vous êtes vraiment prêt à rompre avec les pratiques anciennes. Or, on voit très clairement que les pratiques anciennes ont la peau dure et sont au cœur de la gouvernance aujourd'hui. Ok, allez-y. Bon, d'abord, Cyril, la dernière question. On voit les entités, comment on dit ça, morales, mais il y a le Burkinabé qui est au contact tous les jours et qui est grand acteur de cette corruption-là. Quelquefois, ça aussi, on n'en parle pas. Dans les attitudes, le Burkinabé intègre, on dirait que c'est oublié. Oui, écoutez, je veux dire par là que 3 choses. La première, c'est que il n'y a pas un pays où tout le monde est corrompu, ça n'existe pas. Norbert Zongo l'a dit, je le crois fermement. Il peut y avoir un pays dans lequel la corruption est beaucoup développée, elle se développe, mais il y aura toujours une minorité de non corrompus. Ça, c'est extrêmement important. Pourquoi ? S'il n'y a pas cette minorité, nous n'avons plus à battre notre coulpe. Si nous sommes tous corrompus, voilà. Quand on dit tout le monde est corrompu, ça fait l'affaire des corrompus. Parce que les rares dedans qui sont vertueux, on disqualifie leur action, on disqualifie leur éthique, et puis on dit finalement, chacun a une explication. Si tout le monde est comme cela, je n'ai pas à être un saint. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je vais dire par rapport à cela, c'est que, effectivement, la corruption, c'est pas seulement dans l'élite. Elle est très, très développée. Et il n'y a pas à s'étonner qu'elle soit dans l'armée, puisque l'armée est dans la société. Elle se passe dans des niveaux insoupçonnés. Je vais vous raconter une histoire. C'est une amie qui me rapporte que l'instituteur, ça s'est passé l'année passée, l'instituteur de son fils qui est en classe de CE2 lui propose de lui donner le sujet de la composition contre rémunération. En classe de CE2. Donc vous voyez le niveau de la corruption. Et la troisième et dernière chose que je veux dire là-dessus, c'est que même si c'est ainsi, en termes pédagogiques, en termes de dynamique, c'est par le haut que ça commence. Ça ne veut pas dire que c'est pour dire que à la base on peut continuer comme on souhaiterait. Mais ce que je veux dire par là, si vous voulez montrer que c'est changé, il faut bien que vous-même vous montriez qu'on a rompu avec cela. Quand on indique que les audiences du chef de l'État ont été monnayées et qu'il n'y a pas eu de conséquences, et que, comment voudrez-vous dire que le directeur général à côté peut avoir son planton qui ne prend pas 500 francs avant de vous laisser rentrer dans une institution? C'est cela. Quand on vous dit que les achats des moyens aériens de l'armée ont été faits dans des circuits corrompus et qu'il n'y a même pas d'investigation, je vous dis, qu'est-ce que vous avez vu aujourd'hui comme action concrète là-dessus? Quand c'est ainsi, vous êtes dans une situation où des ministres sont mis en cause dans des cas de corruption, mais sont toujours au gouvernement. Donc vous vous retrouvez dans une situation où le bas peut se dire, ok, même s'il a tort, mais la logique est celle-là. C'est pour ça que nous disons que ça ne changera pas sans exemplarité au sommet de l'État. S'il y a pas... Regardez sous Sankara, ce qui s'est passé. On n'avait pas une loi anticorruption sous Sankara comme celle-là. Mais on avait une volonté qui était crédible. La population savait très clairement que le chef de l'État et le gouvernement n'étaient pas là pour s'enrichir. Et qu'ils allaient sévir de manière radicale tous les manquements. Et en conséquence, les gens ont commencé à se mettre en ligne. Observez, moi je suis économiste. La corruption, c'est un investissement. C'est une activité et qui est très rentable dans notre pays. Comment le calcul est fait? L'agent qui va être en corruption, qui va faire de la corruption, se dit, quelle est la chance qu'on m'arrête? Elle est très faible dans notre pays. Quelle est la chance que si on m'arrête, on me sanctionne? Elle est encore plus faible. Quand vous multipliez ces deux chances, la probabilité devient extrêmement faible. Mais qu'est-ce que je gagne en contrepartie? Je gagne beaucoup d'argent. Et en conséquence, tant que c'est comme cela, l'espérance de gain effectif en entreprise de corruption est très élevée et en conséquence, l'investissement dans la corruption va continuer. Et il faut faire en sorte qu'on inverse la situation, qu'on arrête davantage les corrompus, qu'on les sanctionne plus sévèrement, y compris qu'on les prive des moyens qu'ils ont acquis illégitimement à l'occasion de l'acte de corruption. Si c'est ainsi, les gens vont désinvestir le chantier de la corruption. D'accord. Alors, 2020 a été une année électorale. Cela s'est ressenti dans le dernier rapport du RENLAC. On parle de corruption électorale. Quand on regarde un peu le classement et le top 5 qui a été donné au niveau de RENLAC, c'est pas loin des résultats qu'on a au niveau de la CENI. Alors, la conclusion, elle est claire. Les partis les plus nantis sont les partis perçus comme les plus corrompus. Aujourd'hui, ce sont ces partis qui sont au pouvoir et on demande à ces partis de mettre des politiques publiques pour lutter contre la corruption. Est-ce que finalement, c'est pas une voie sans issue? Je ne sais pas pourquoi, en parlant de la corruption, l'heure de la corruption du plateau est viciée et corrompue. Mais je vais quand même tout faire pour dire ce que je pense. D'accord. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes au cœur, c'est la racine du problème. Les modalités de sélection de nos gouvernants sont corrompues. Et en conséquence, sortent des dirigeants corrompus qui maintiennent le système de la corruption. Regardez, vous êtes journaliste dans l'Assemblée nationale. Combien de députés connaissez-vous dans l'actuelle législature qui sont mis, alors là, lourdement en cause dans des dossiers de corruption?
J'ai même eu dire que c'est pour cela qu'ils sont allés à l'Assemblée nationale, pour s'acheter une immunité parlementaire. Si dans votre système politique, celui qui va gouverner est celui qui a le plus corrompu et qui a été le plus corrompu pour prendre l'argent pour voter, vous n'allez jamais avoir la lutte anticorruption au cœur de la gouvernance. Et en conséquence, les choses vont se reproduire. Le défi qui nous est lancé est celui-là. Comment nous allons inventer un système dans lequel la sélection des leaders, la sélection des politiques au niveau local, au niveau régional, au niveau central, dans les partis politiques, va se faire en privilégiant la vertu, en privilégiant l'intégrité et en faisant en sorte que le poids de l'argent recule. Si on n'a pas ça, on va avoir les adeptes du dieu argent au pouvoir. Et c'est la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Juge Bougma. Oui, il y a cet impact-là, effectivement, sur le plan politique dont vous avez fait. Effectivement, quand on regarde le top 5, c'est le gros morceau sur le plan politique qui occupe également cette place dans comment on appelle ça, dans le cadre de la corruption électorale. Mais il y a en même temps cet impact social. Parce que des hommes politiques arrivent à vous dire, vous finissez le meeting, vous dites si on vous envoie de l'argent, ne prenez pas ceci ou cela, vous finissez. Les mêmes populations viennent vous dire, ah mais mon fils, on a besoin d'argent pour boire de l'eau. Vous dites non mais vous ne m'avez pas entendu, oui on a entendu mais on a faim. Donc il y a aussi les réalités sociales. Et on a l'impression que le Burkina a finalement fini par accepter la corruption. Écoutez, ce n'était pas comme cela au début, il faut comprendre l'origine des choses. L'origine des choses, c'est le renouveau pluraliste des années 90. C'est là que le Front populaire, puis l'ODPMT, le CDP ont amené l'argent au cœur de la compétition politique. C'est ce qui s'est passé dans notre pays. Qu'ils vous souviennent qu'en 1978, nous avons eu des élections pluralistes dans notre pays qui étaient parmi les plus propres d'Afrique, avec une corruption bien contenue. Aujourd'hui, le fait de dire que les populations l'exigent dédouane la responsabilité des politiciens qui ont inauguré cela. Deuxième chose que je veux dire, Afrique, nous avons analysé les programmes des candidats au présidentiel en 2015 comme en 2020. On a vu une sorte de vacuité programmatique. Les programmes ne les intéressent plus. Parce qu'ils croient que les idées ne gagnent plus les élections dans notre pays. Mais là encore, c'est la même chose que je viens de dire sur l'espérance de gain en corruption. Quand le juge électoral ne sanctionne pas la corruption, écoutez, qu'est-ce que le juge électoral dit? Il dit qu'il ne voit pas la corruption, n'a pas la preuve. Qui d'entre nous n'a pas vu les distributions de billets d'argent pendant la campagne électorale? C'est cette schizophrénie, c'est ce juridisme-là qui vide notre démocratie de son contenu, qui fait que finalement les populations se disent, avec cette justice on ne va jamais s'en sortir, il faut lui tourner dos. Nous sommes dans une situation où la corruption électorale est à ciel ouvert. Elle est observée, le juge électoral dit, il n'y a rien à faire, ils ont gagné les élections. Ceux qui ont été les plus corrompus. C'est vrai qu'il y a des insuffisances au plan juridique, au plan de la loi, par exemple. Il n'y a pas de plafonnement des dépenses de campagne en ce qui concerne le financement privé, par exemple, de la campagne. Ça fait les financements occultes. Mais nous sommes dans quelque chose qu'il faut regarder en face et traiter. Vous ne pouvez pas gérer la crise sécuritaire, les crises qui s'empilent dans notre pays aujourd'hui avec un gouvernement corrompu. Avec un gouvernement qui ne comprenne pas que la vertu au pouvoir est l'une des clés de la solution, autant que l'achat des armes. C'est la preuve, c'est cette preuve qui a été faite par la politique de sécurité nationale, la stratégie dit très clairement que la gouvernance vertueuse est indispensable pour lutter contre l'insécurité dans notre pays. Alors, dans cette même veine, c'est vrai, les dépenses des campagnes pour nous, jusqu'à présent, ce n'est pas plafonné, mais aussi les sources de financement des partis politiques qu'il faut interroger. C'est ce que j'explique. Il n'y a pas de financement, il n'y a pas de plafonnement de financement privé, par exemple. Moi, je sais qu'il y a un homme d'affaires que je ne citerai pas ici, mais vous savez de quoi je parle, a fait des transports de valises d'argent avant les élections parce qu'il a eu le gros marché pour faire le truc autour de Ouagadougou là. Il en a donné une grosse partie au chef de l'État en particulier. Bon, je commence à dire trop, mais vous savez de quoi je parle. Tout le monde sait ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, si aujourd'hui, au plan légal, il n'y a pas quelque chose qui permet de dire non, c'est interdit. Au plan légal. Et qu'au plan même de la justice concrètement, même quand c'est interdit, la justice dit non, moi je n'ai pas la preuve dure. Même quand l'huissier a mené, il y a une faute de procédure. Peut-être que le juge est dans son droit en train de dire ça. Mais au plan global de la société, il faut qu'on se pose des questions. Est-ce que nous pouvons continuer à demander à la majorité des gouvernements d'adhérer à un tel système? C'est ce qui est en cause, c'est ce que j'ai dit au début de l'émission. Nous sommes dans un système qui est défendu par une sorte de conception juridique plate qui dit c'est la loi, c'est légal, les V8 c'est légal, donc quand c'est légal il n'y a aucun problème. Et on ne regarde pas la question de fond. Est-ce qu'il y a une adhésion du peuple derrière? C'est ça l'enjeu. Mais écoutez, c'est si vous avez ce qu'on appelle une proxy de la corruption électorale, regardez ce qui s'est passé au Bénin. À l'occasion des élections, Talon, Ajavon, Zinsou. Un homme d'affaires burkinabé
a prêté 15 milliards de francs CFA à Lionel Zinsou à l'occasion de la campagne du second tour. Et il a perdu les élections. Donc si vous estimez qu'il a payé autant, qu'il a dépensé autant que celui qui a gagné les élections, vous imaginez, vous êtes dans plusieurs dizaines de milliards pour gagner les élections dans un pays comme le Bénin. Qui vous dit que le Bénin est plus corrompu que nous? Donc nous sommes dans une situation, c'est probablement la situation dans notre pays. Comment vous allez avoir des dizaines de milliards d'argent sale pour financer votre élection et puis sortir par là pour dire moi je vais faire comme Thomas Sankara? C'est ça l'enjeu. Et ça c'est lié au fait que notre système, encore une fois, est un système pourri. Il faut changer ce système politique. Ok. Comment maintenant le changer? Parce que quand on regarde, il y a beaucoup de failles. Hein. Vous avez dit la question de la source de financement pour lesquelles on n'a pas encore des obligations claires, le plafonnement. Mais quand on prend un aspect, par exemple, sur lequel on a peut-être un peu travaillé, les gadgets, on a trouvé le moyen de contourner. C'est-à-dire même quand il y a quelque chose pour encadrer, c'est comme si c'était viscéral chez nous. On trouve le moyen de contourner. Je suis d'accord. Écoutez, c'est toujours connu comme ça sur le marché financier à tous les niveaux. Chaque fois que vous régulez, celui qui est régulé cherche toujours des subterfuges. Regardez sur les gadgets, vous avez vu les élections de 2015, il y a eu beaucoup moins de gadgets qu'en 2020. Donc il y a eu une sorte d'affaissement de la dynamique de ce point de vue. Vous avez tout à fait raison. C'est pour cela que, en définitive, la question de la vertu au pouvoir est posée. Parce que la loi peut être là, mais ceux qui veulent l'appliquer, ceux qui doivent l'appliquer, s'ils ne veulent pas l'appliquer, s'ils ne sont pas porteurs de ces valeurs-là, ils vont toujours trouver les subterfuges pour la contourner. Et on se retrouve dans une situation où on demande à des gens issus d'un système corrompu, eux-mêmes corrompus, d'appliquer une loi anticorruption contre les corrupteurs. Ça n'est pas possible. Vous comprenez ce que je dis? Et c'est pour cela que j'indique une chose importante. Quand je dis cela, tout le monde, il y a beaucoup de gens qui sont fâchés contre moi. Nous avons deux problèmes majeurs aujourd'hui dans notre gouvernance. Ceux qui nous gouvernent, majoritairement, ils n'aiment pas le pays. Ceux qui nous gouvernent... C'est assez fort comme déclaration. Montrez-moi. Donc, ok, je suis d'accord avec vous. Ceux qui nous gouvernent sont des grands patriotes. Ceux qui nous gouvernent adorent notre pays. Nous sommes les vertueux. Nous avons le bonheur d'avoir les dirigeants les plus patriotes que nous avons. Deuxième problème que nous avons, ceux qui nous gouvernent, puisque vous voulez que je le dise ainsi, ils n'aiment pas du tout l'argent. C'est des gens propres, c'est des gens qui sont là dédiés à leur mission. L'argent n'est pas là. Vous comprenez ce que je veux dire? Ceux qui nous gouvernent sont majoritairement, je dis majoritairement, c'est des adeptes du dieu argent. Moi, tout le monde a besoin d'argent, tout le monde aime l'argent. Si on vous demande de diriger avec une parcelle de pouvoir importante, un pays, une province, un départ, tout ce que vous souhaitez, à un moment donné, il faut faire des choix. C'est le RELAC qui nous apprend que des députés sont chefs d'entreprise. C'est interdit par la loi. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc dans cette situation, si les gens qui nous dirigent veulent faire de l'argent et à la guerre, vous croyez qu'ils ne vont pas en faire plein? La guerre est le meilleur moment pour faire de l'argent. Donc on se retrouve au cœur de cette situation. On a deux problèmes majeurs, je répète. Le patriotisme n'est pas au pouvoir. La vertu pour l'intérêt général n'est pas au pouvoir. C'est le dieu argent qui est la déesse que tout le monde admire majoritairement dans les lieux de pouvoir dans notre pays. Et ça pose un défi important. Dans la lutte contre la corruption, vous l'avez dit, les structures font leur travail. Aujourd'hui, il y a très peu de volonté politique pour lutter contre la corruption. On a parlé de la corruption électorale et de ceux qui sont chargés de mettre en place ces politiques publiques là pour lutter contre le phénomène. Finalement, qu'est-ce qu'il faut tirer comme conclusion? Est-ce qu'il faut espérer ou bien il faut voir peindre le tableau en noir? Non, il faut espérer. Ça n'a jamais été mon propos. Nous sommes dans l'action, il faut espérer. La loi anticorruption est une excellente chose dans notre pays. Il faut en tirer l'application de façon ambitieuse, de façon systématique. Observez une des choses que nous avons qui est une bonne chose, qu'il faut titiller, qu'il faut poursuivre. C'est l'opinion publique. Nous sommes dans un pays où nous on s'est satisfait depuis des années d'une montée en puissance de l'opinion publique. C'est l'opinion publique qui a fait qu'on a redonné les tablettes qu'on avait de nos députés. On a remis à celui qui avait le donneur indélicat. C'est l'opinion publique qui a fait qu'on est revenu sur les grands sujets de corruption. Mais cette opinion publique a deux problèmes importants. Le premier, c'est qu'elle est souvent mal informée. Et c'est le défi de la presse. Et c'est pas pour vous faire plaisir, la lutte contre la corruption appelle un renforcement de l'économie de la presse. Regardez les journaux d'investigation, comme ils sont fragilisés. Les journaux d'investigation sont très importants dans notre conscience anticorruption. Or, au plan économique, ils sont fragilisés. Il y en a un qui a fermé, il y en a qui vont probablement fermer. C'est un défi important. Et ces journaux sont indispensables pour que l'opinion publique soit constituée sur la base d'une information saine. Et dernier point sur l'opinion publique, il faut que l'opinion publique sache qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui ne l'est pas. Regardez, moi je nous attends sur la nourriture des soldats.
Si nous ne sommes pas en mesure, dans la société civile, dans les forces religieuses, traditionnelles, dans toutes les forces vertueuses dans ce pays, de demander qu'on aille jusqu'au fond de l'affaire pour comprendre comment des soldats n'ont pas eu à manger sur le champ de guerre, vous croyez que vous allez gagner la guerre comment? En envoyant des soldats affamés. Donc c'est des points sur lesquels on a des progrès à faire et ces progrès appellent encore une fois l'engagement citoyen parce que pour le moment, nous n'avons pas une gouvernance vertueuse qui porte la question de façon sincère. Et en conséquence, il faut que l'opinion publique continue de pousser, que la société civile continue de pousser, et sans tête dans son action, sans relâcher. D'accord. Dernière prise de parole des juges, ça peut être un commentaire ou une dernière question. On commence par vous. Moi, j'étais tenté par que faire. C'est piste de solution, ouais. Ce n'est que ce que j'ai dit depuis le début. J'ai dit qu'il faut réformer le système politique, j'ai dit qu'il faut renforcer l'économie de la presse, j'ai dit qu'il faut que l'action de l'opinion publique soit davantage éclairée et qu'elle soit priorisée sur les vrais sujets. Et j'ajoute qu'il faut également que, dans la situation actuelle, nous comprenions, et c'est très important, la nature systémique des effets corrosifs de la corruption. Qu'est-ce que je veux dire en clair ? Les effets de la corruption sont incalculables dans notre pays. Tout le monde pense que si on est corrompu, on a moins de recettes, c'est vrai. Et comme on a moins de recettes, on a moins de dépenses. Ça, c'est sûr. Tout le monde sait que la corruption fait que les immeubles s'écroulent, y compris à Koudougou. Ça, c'est sûr. Tout le monde sait tout cela. Mais une chose qu'on ne sait pas, à mon avis, peut-être que l'effet le plus dévastateur de la corruption sur la gouvernance, c'est le discrédit que ça jette sur les gouvernants. Qu'est-ce qu'un ministre aujourd'hui aux yeux de l'opinion publique? C'est probablement corrompu. C'est ce que l'opinion publique croit. Que ce soit vrai ou pas, ça nous met dans une situation où même quand une parole est la parole qui sied, même quand une action est l'action qui sied, quand c'est l'autorité politique qui l'a dit, on tourne le dos à ça, parce qu'on te dit, de toute façon on est corrompu, c'est les gens qui ne sont pas là pour nous. Ça, c'est un effet extrêmement grave qu'il faut toujours avoir en tête et faire en sorte que nous en tirions toutes les conséquences dans l'action politique, dans l'action citoyenne, dans l'action de la justice, dans la sanction administrative et dans les moyens qui sont requis pour la SE, LCE, pour le RENLAC, pour la société civile et pour les médias, pour faire en sorte que notre action anticorruption soit une action armée à la hauteur du défi. Juge va. Oui, parce qu'on parle de corruption, on est revenu sur la question de l'armée. Vous savez, on a consenti tellement d'efforts qu'on ne peut pas comprendre, qu'on entende parler encore de certaines choses. Aujourd'hui, affamé, ça c'est... Et même de façon structurelle, même les primes. On se dit, en quelques années, si les chiffres sont bons, c'est plus de 140% d'évolution du budget sur ce rapport-là. Mais il n'y a pas les effets probants. On a l'impression qu'on est encore dans des besoins, ou bien même dans les dotations, on n'est pas dans la qualité. Quand on veut bien regarder dedans, il y a toujours la question d'opacité, parce que c'est des questions qui sont sensibles, parce que. Comment est-ce qu'on en sort? Écoutez, c'est une question pédagogique que vous me faites sans doute pour me permettre de dire certaines choses. C'est très cohérent. La bonne nouvelle, c'est que ce qui nous arrive est grave, mais c'est cohérent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous financez beaucoup, vous ne voyez pas des résultats. On vous explique qu'en temps, il y a eu de la corruption. Donc c'est cohérent. Vous comprenez ce que je veux dire? Regardez, on vous dit que même des moyens aériens sont douteux. Comment vous ne comprenez pas cette situation? Vous comprenez ce que je veux dire? On est dans une situation où on est au cœur de cela. On sait aujourd'hui qu'il y a des problèmes de primes, on sait qu'il y a des problèmes d'alimentation. C'est pas Rassemblement qui le dit, c'est le président Kaboré qui l'a déclaré. Et on sait qu'il n'y a pas d'action concrète encore aujourd'hui qu'on attend sur cette question. Donc c'est tout à fait normal. C'est une bonne nouvelle, la cohérence. Parce que imaginez que les chercheurs disent on ne comprend pas. Personne ne comprend. On a mis beaucoup d'argent mais on ne comprend pas. Non. La question du secret défense qu'on avait soulevé en 2015, on n'est même plus à ce niveau. Regardez les contrats qui circulent dans l'espace public. Donc on est dans une situation où le secret de défense qu'on nous impose, c'est un truc putatif, ça ne marche plus vraiment. On sait ce qu'on doit savoir. La question fondamentale est-ce qu'il y a des gens qui sont à des niveaux où ils ont des leviers de pouvoir et dont la priorité est de s'en mettre plein la poche plutôt que de lutter contre la corruption? Tout porte à croire que oui. Et c'est ça qu'il faut traiter aujourd'hui. Il faut avoir le courage de le dire. Que ce soit militaire ou non militaire, les autorités politiques, nous sommes au cœur d'une action sécuritaire corrompue. Et en conséquence, l'équipement, la logistique des troupes va s'en trouver affectée. J'insiste là-dessus. Je ne veux pas dire que tout le monde est corrompu, c'est extrêmement important. Je ne veux pas dire que notre armée est à 100% corrompue. C'est pas pour avoir le bonheur des gens que je dis ça, parce que si c'est ce que je disais, ça veut dire que c'est foutu. Il y a des gens bien, mais ce n'est pas majoritairement les gens bien qui sont au levier de commande. Nous avons dans notre pays les ressources suffisantes, y compris les ressources de vertu suffisantes pour nous sortir de cette situation. Mais la sélection politique a fait en sorte que c'est l'anti-sélection.
C'est les moins bons, les plus corrompus, les plus embourgeoisés par cela, qui sont au levier de commande. Et c'est tout à fait légitime, c'est tout à fait pas légitime, logique qu'on ne s'en sorte pas. Docteur Assamblga Ouedraogo, merci d'être passé à la barre du tribunal de l'actualité. Je rappelle que vous êtes économiste, ancien chercheur et directeur exécutif de Free Afrique. Avec vous, on a parlé de la lutte contre la corruption au Burkina Faso et son implication aujourd'hui dans la lutte contre le terrorisme. Merci, monsieur le juge, pour les clés de lecture. C'est fini pour ce temps d'antenne, au moins un peu final. Et on se retrouve demain pour la même mission, poser un regard critique sur l'actualité. Mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders, True TV et Watt FM.